Commandement, feu! Soldats, on dégrade un innocent! Je vous ai compris! En position de tir! À partir du 3 septembre 1939, la France est redevenue une nation en armes. Près de 5 millions d'hommes de 18 à 45 ans sont mobilisés. Pour l'état-major français, c'est l'heure de vérité. La France a adopté une stratégie défensive mobilisant la majorité des crédits. La ligne Maginot s'apprête à jouer son rôle. Il sera de courte durée. C'est le 10 mai 1940 que le choc a lieu. L'armée allemande, couplant de façon redoutable les chars et les avions, enfonce les frontières de la Belgique et de la Hollande. Contournant les fortifications Maginot, les troupes allemandes pénètrent en France. Celle que l'on considère encore comme la première armée du monde connaît une débâcle sans précédent malgré quelques poches de résistance. Il est clair que les choses se passent très mal. Mais on n'est pas KO debout. La preuve, c'est le nombre des morts, tout simplement. Quand on pense que 92 000 personnes meurent dans ces 10 jours, eh bien c'est autant de morts journalières que dans les grandes offensives de la Première Guerre mondiale. Je crois que la défaite de 40 est une défaite totale. C'est une défaite totale, c'est une défaite de l'armée et une défaite de la nation. Et c'est une défaite de l'armée parce que l'armée est l'émanation de la nation. C'est encore l'armée de la République. Et c'est une République qui est une République devenue frileuse par beaucoup d'aspects. Et la nation n'a jamais que l'armée qu'elle mérite. Marc Bloch raconte dans l'étrange défaite que par un hasard extrême, il a entendu une conversation entre deux membres de l'état-major le 26 mai 1940, seulement le 26 mai. Et ces deux membres de l'état-major ont parlé de capitulation. Et il voit dans cette conversation, surprise par hasard, dont il a un peu honte parce qu'il n'aurait pas dû entendre cette conversation, il voit ce moment de délitement des grands chefs qui auraient dit en 14, en 15, en 16, on ne recule pas, employaient déjà le mot de capitulation. Devant l'ampleur du désastre, le gouvernement français abandonne ses pouvoirs à un militaire, le plus célèbre des anciens combattants, le maréchal Pétain, 84 ans. Il a vaincu à Verdun, il sauvera la France. La Grande Guerre et ses mythes, encore et toujours. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Le lendemain, le 18 juin 1940, depuis Londres, un général inconnu, Charles de Gaulle, lance un appel aux soldats français. Son objectif, maintenir la France dans les combats en s'appuyant sur les forces intactes de l'Empire. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Pour la première fois de leur histoire, les soldats de l'armée française ont le choix entre deux politiques, toutes deux incarnées par un chef militaire. L'armée, défaite dans les combats, se trouve au bord de l'implosion. Je ne dirais pas que l'armée française implose parce que Pétain est au pouvoir et que De Gaulle lance l'appel du 18 juin. Pour la bonne raison que les officiers de l'armée française prêtent serment au maréchal et considèrent, dans leur très grande majorité, que De Gaulle est un général félon. Un général, d'ailleurs, qui est jugé et condamné par un tribunal militaire dès l'été de 1940. Soutenir la cause du général de Gaulle, c'est entériner une division, et c'est une décision qui est donc très difficile à prendre pour des généraux, pour des officiers qui ont à cœur de maintenir l'unité nationale. En plus, le gouvernement de Vichy, avec sa devise « Travail, famille, patrie », est une devise qui plaît beaucoup à la société militaire. Et la société militaire obéit. Voilà. Alors que De Gaulle, c'est celui qui désobéit. Dans l'esprit du général de Gaulle, cette obéissance est tout à fait contraire à ce que doit faire l'officier. L'officier doit, dans ces circonstances exceptionnelles, adopter une attitude exceptionnelle et désobéir. Le 22 juin 1940, l'armée française est démantelée par l'armistice signé avec l'Allemagne. L'aviation est désarmée. La marine est neutralisée dans quelques ports. L'armée de terre, réduite à 100 000 hommes censés assurer le maintien de l'ordre, prend le nom d'armée d'armistice. Il y avait, avant 1939, une société militaire un peu cloisonnée et la vie politique leur était complètement fermée. Les soldats ne votaient pas sous la Troisième République. Eh bien, avec Vichy, avec un maréchal de France comme chef de l'État, les officiers jouent un grand rôle dans la vie publique. Le général Weygand comme ministre de la Défense nationale d'abord, jusqu'au 6 septembre 1940. En 1941-1942, l'amiral Darlan comme Premier ministre, un militaire comme chef du gouvernement, une chose qu'on n'avait pas vue en France depuis le maréchal MacMahon. Et puis pas mal d'officiers comme préfet, comme ambassadeur, comme ministre, et surtout cette mission de l'armée de participer activement à la vie publique. L'armée était là pour maintenir l'ordre, mais au-delà de cela, l'armée était là pour encadrer la population, parce que le régime de Vichy voulait créer une nouvelle France à la place de la République tombée en discrédit. Il voulait faire une France nouvelle, autoritaire, donc l'encadrement des jeunes, les chantiers de jeunesse, pour donner de nouvelles valeurs à la France qui allait renaître de cette défaite. Avec la mise en place du statut des Juifs, eh bien, les Juifs ne sont plus des citoyens, ne sont plus des Français, ils sont des parias. Et tous les Juifs qui étaient des militaires, eh bien, évidemment, sont exclus de l'armée. Je pense à quelques lettres si émouvantes de chefs de l'armée française qui ne sont pas juifs et qui écrivent à leurs collègues ou leurs subordonnés juifs pour leur dire « mais c'est pas possible, c'est pas mon armée ». 96 officiers juifs ont été radiés du corps d'officier, 216 sous-officiers, et sur un point, l'armée d'armistice est allée plus loin que le gouvernement. Le statut des Juifs du 2 octobre 1940 ne dit rien des soldats, mais l'armée d'armistice a refusé des simples soldats juifs. En mettant à l'écart une partie
des Français, eh bien, on n'a plus d'armée française, ça n'existe plus. L'armée française combattante se reconstitue modestement dans l'Empire. Aux 1300 soldats ayant rejoint Londres, s'ajoutent désormais les éléments d'Afrique équatoriale française et du Levant. C'est le début de l'épopée des forces françaises libres qui mènera le colonel Leclerc à remporter la première victoire sur les forces de l'Axe, à Koufra, en Libye. Mais pour l'heure, malgré le courage et la foi de ces hommes, l'abîme est encore vaste entre les prétentions politiques du général de Gaulle et les effectifs militaires dont il dispose. L'armée française est désormais fracturée en deux camps inégaux. Les gaullistes, minuscules troupes hétérogènes dont personne ne reconnaît la légitimité, et les vichistes, armées fidèles liées par serment au pouvoir légal. Ces soldats français qui parfois se connaissent vont s'affronter dans des combats fratricides, au large de Dakar en septembre 1940 pour le ralliement du Gabon, puis en Syrie en juin 1941. Des centaines de morts de part et d'autre, et pour l'armée française, une cicatrice indélébile. On ne parle pas de résistance à l'armée d'armistice, mais on parle d'esprit de revanche. Et on voit se manifester à l'intérieur de l'armée d'armistice des volontés de manifester une préparation à une revanche. Et ils pensent, et ils vont penser jusqu'en 1942, que quelles que soient les autorités politiques qui sont sous le maréchal, Darlan, Laval, le maréchal, au moment donné, donnera le signal de reprendre le combat. 8 novembre 1942. L'armée américaine débarque dans les territoires français d'Afrique du Nord. En représailles, les Allemands pénètrent dans la zone libre de la France. Les casernes sont investies, les drapeaux abaissés, les écoles militaires dissoutes. L'armée d'armistice, elle, attend les ordres. Le maréchal émet un papier, qui n'est pas un ordre de combat du tout, qui est plutôt un ordre d'un grand-père à ses petits-enfants. Serrez-vous autour de moi et attendez, les ordres viendront un jour. Ça, c'est vers le 13 novembre. L'ordre qui vient, c'est le 27. Dissolution de l'armée par ordre de Hitler. Le 27 novembre 1942, la France n'a officiellement plus d'armée. Le même jour, la flotte rassemblée à Toulon est prise dans un dilemme tragique. Ne pas tomber aux mains des Allemands qui foncent vers elle, demeurer loyale au régime de Vichy qui lui demande de ne pas bouger. Plutôt que d'être infidèle et d'appareiller, la marine se saborde. Le sabordage reste l'acte le plus douloureux. D'abord parce qu'aucun marin ne peut accepter de gaieté de cœur d'envoyer par le fond les bâtiments qu'il commande ou les bâtiments sur lesquels il sert. C'est aussi le renoncement de la flotte française à tenir sa part dans le conflit. Et c'est aussi une réduction des forces de la France. On peut dire que dans ce cas, la disparition de la flotte française a été l'un des événements les plus tragiques de l'histoire de l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Brutalement, les officiers qui jusqu'à présent ont obéi, ils se retrouvent devant une situation, et qu'est-ce que je fais? Il y a la résistance. Novembre 1942, elle commence à se manifester. Ceux qui avaient animé déjà cet esprit de revanche prennent la tête d'une organisation de résistance de l'armée et qui va se constituer sur l'ensemble du territoire français, en s'organisant régionalement, avec des officiers et des sous-officiers. Et puis il y a les autres, et certains se présentent déjà à la frontière espagnole pour rejoindre l'Espagne et de là, si possible, rejoindre l'Afrique du Nord. Ces centaines d'officiers et de sous-officiers ne rejoignent pas les troupes gaullistes, mais l'armée d'Afrique, dirigée par le général Giraud, que les Américains ont installé comme commandant civil et militaire. 2 armées françaises et 2 chefs coexistent sur le même territoire. Les 40 000 hommes des forces françaises libres et les 300 000 hommes de l'armée d'Afrique. Pendant 2 mois, chaque armée française libre et armée d'Afrique du Nord va conserver son petit état-major. Ça devient impossible.
Et début août, enfin, on fusionne les deux éléments d'armée, Français libre et Armée d'Afrique, pour qu'il n'y ait plus qu'une seule armée française. On ne veut plus connaître l'appellation Français libre. Je dirais que les Français libres ont regardé avec une certaine réticence, une certaine méfiance, éventuellement une certaine goguenardise, des gens qui au fond avaient attendu soit l'arrivée des troupes américaines en novembre 1942, soit la libération du territoire, pour comprendre où était, de leur point de vue, le devoir. Ceci dit, ces éléments vont s'estomper, tout simplement par les combats menés en commun, et ces combats menés en commun vont souder les hommes. Et tous ces éléments vont créer effectivement une osmose entre la vieille garde et la jeune garde. Après la fierté retrouvée dans les combats de Bir Hakeim, c'est en Italie que l'armée française va retrouver son unité. Rééquipés en matériel américain, les hommes du corps expéditionnaire participent, sous la conduite du général Juin, à la prise de Monte Cassino et ouvrent la voie de Rome aux Alliés. De Gaulle va profiter de cette valeur militaire retrouvée pour imposer la participation de l'armée française dans la libération du territoire national et ainsi reprendre son rang parmi les vainqueurs. En Normandie, il y a 177 Français. Les Polonais sont bien plus nombreux que les Français. En revanche, s'agissant du débarquement en Provence, qui commence le 15 août 1944, là l'armée française tient un rôle capital, aux côtés des Américains. Dites-vous bien que 80% des troupes qui débarquent en Provence, ce sont des troupes qui viennent de l'Empire. Le premier chant que l'on entend sur les plages du débarquement, c'est pas la Marseillaise, c'est le chant des Africains. On a eu tendance à l'oublier. Cette armée oubliée a donné, que ce soit les tirailleurs sénégalais qui se sacrifient pour prendre Toulon, mais également les tabors marocains, le 7e régiment des tirailleurs algériens pour libérer Marseille. L'armée, au départ, va essayer d'utiliser la résistance d'un double point de vue. Premier point de vue, il offre des hommes dont la France a besoin, car la guerre n'est pas finie, mais il offre également la possibilité de revitaliser l'institution militaire par du sang neuf. Les partis de gauche, en particulier le Parti communiste et le Parti socialiste, à la Libération, poussent à ce qu'on intègre le maximum de gens qui sortent de la résistance parce qu'ils ont, eux, un esprit nouveau, ils vont faire une armée populaire qui sera loin des vichistes que finalement les officiers ont été pendant 2 ans. On peut dans une certaine mesure considérer que l'armée a été très conservatrice en ne faisant pas à la résistance la part que la résistance aurait pu attendre. Et donc qu'elle a peut-être perdu une occasion de se régénérer par la résistance. Ceci dit, n'oublions pas, en se mettant du point de vue de l'institution, que l'intégration des hommes de la résistance était aussi problématique. L'armée repose sur l'obéissance, les résistants étaient par définition des rebelles. Septembre 1944, Paris est libéré. Le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, n'installe pas le pouvoir à l'Élysée, mais symboliquement au ministère de la Guerre, rue Saint-Dominique. La France, qui aux yeux des Alliés avait cessé d'être une puissance en 1940, retrouve sa place dans le camp des vainqueurs et participe à la signature de la capitulation allemande à Berlin, le 8 mai 1945. Pour l'armée française, malgré le chemin parcouru, la fracture est immense. En 1946, des commissions d'épuration vont rayer des cadres, 1293 officiers, et 6949 feront l'objet de sanctions, mais resteront dans l'armée. La guerre mondiale l'a démontré. Plus rien ne peut se faire sans une industrie d'armement puissante, une marine et une aviation moderne, une mécanisation de l'armée de terre. Et surtout, il faut doter la France de cette arme nouvelle,
qui assure à celui qui la possède l'indépendance et la force suprême, l'arme atomique. Mais cette marche vers la modernité va se trouver hypothéquée par le début des conflits coloniaux. Le jour même où en métropole, on fête la fin de la guerre, le 8 mai 1945, éclatent à Sétif en Algérie des émeutes sanglantes, expression d'une colère, d'une insoumission profonde. Une centaine de colons français sont massacrés. La répression est impitoyable. Plusieurs milliers d'Algériens sont exécutés. Le général Duval écrit dans son rapport au gouvernement « Je vous ai donné la paix pour 10 ans, mais il ne faut pas se leurrer. Tout doit changer en Algérie, sinon cela recommencera. » Pour la date, il ne se trompait que d'1 an. Mais partout, l'Empire français se craquelle. En Indochine, où le Viet Minh vient de proclamer la République démocratique du Vietnam, il faut rétablir l'autorité française. Le corps expéditionnaire qui est envoyé dès octobre 1945 compte près de 90 000 hommes. Tous sont des soldats professionnels. 20 000 d'entre eux appartiennent au corps de la Légion étrangère. La guerre d'Indochine avait commencé et la priorité absolue était de former des jeunes chefs de section très rapidement pour les envoyer en Indochine. Il y avait une diversité incroyable. Il y avait de jeunes garçons comme moi qui avaient voulu être officier avant la guerre, des hommes jeunes qui avaient fait la résistance et à qui l'on proposait de devenir officier. Il y avait tous ceux qui avaient combattu dans la France libre avec De Gaulle, ceux qui avaient combattu dans le sein de la première armée avec Delattre, avec Leclerc. Il y avait même quelques Alsaciens qui avaient fait la guerre au sein de l'armée allemande. Il y a aussi beaucoup, et ça c'est important parce que ça va, je crois, en partie apporter la spécificité de la guerre d'Indochine, beaucoup d'hommes qui n'étaient pas du tout destinés à la carrière des armes, mais qui se sont révélés non pas des soldats ou non pas des militaires, mais des guerriers dans la guerre. Des hommes qui ont rallié la résistance ou qui ont gagné l'Angleterre ou l'Afrique du Nord, qui se sont engagés dans les unités de commando, dans les unités de parachutistes de la France libre, et qui, au-delà du devoir patriotique qu'ils ont accompli, ont aussi découvert quelque chose qu'il serait fâcheux de vouloir nier, qui est le goût de la guerre, qui est la passion du commandement, qui est la passion de l'action et de l'aventure. Et l'Indochine va offrir évidemment un formidable espace à tous ces hommes que la guerre avait révélés. Ils découvrent, quelquefois tragiquement, que ce n'est plus la même guerre. Au niveau strictement militaire, à savoir que c'est une guerre de guérilla, menée par des groupes isolés, qui, tels des moustiques, piquent, s'en vont, repiquent ailleurs, qui s'évanouissent dans la nature. Et une nouvelle guerre dans un autre domaine, c'est que l'objectif, ce n'est pas le terrain à conquérir, mais c'est la population à convaincre. J'étais un soldat de marine, je venais de m'engager pour 5 ans. J'avais 20 ans, belle poitrine, comme dans le refrain du régiment. Il y a grosso modo en Indochine 3 types d'armées. Il y a une armée de partisans qui occupent les postes. Il y a au-dessus des groupes mobiles ou des bataillons de terrain classiques, souvent composés d'unités issues de l'armée d'Afrique ou des troupes indigènes. Et puis, un nouveau héros, un nouveau modèle qui a émergé de la Seconde Guerre mondiale, c'est le commando, c'est le parachutiste. C'est le soldat débrouillard, autonome, qui est capable tout seul de survivre, qui est capable de prendre tout seul des décisions, qui agit dans une chaîne de commandement relativement souple, où tout de même le libre arbitre va décider d'une façon importante de l'action menée sur le terrain. Cette guerre était souvent menée par des éléments isolés, de l'ordre d'une section, d'un commando. C'était pas une vie de quartier ou de caserne où l'on quitte le quartier, la caserne
à 6 heures du soir, on va dormir avec son épouse et on revient le lendemain matin. Là, on vivait avec eux. Donc on les connaissait. Il fallait les comprendre, il fallait connaître leur motivation. Et, selon une phrase, je crois qu'est de Saint-Exupéry, pour bien commander des hommes, il fallait les aimer. La guerre d'Indochine n'a jamais été majoritairement soutenue par la population française. Lorsqu'on interroge les Français à l'époque sur ce qui les intéresse le plus, ils répondent, et je n'en souris pas du tout, ils répondent le prix de la viande. Lorsqu'ils reviennent en France et qu'ils voient qu'on leur crache dessus dans la rue, que les blessés sont parfois malmenés à la descente des bateaux, que dans la rue on les traite de nazis, que parfois dans certains bistrots on refuse de les servir, eh bien ces soldats finissent par faire leur guerre. Et plus la métropole les abandonne, plus ils ont le sentiment de continuer à pousser quelque chose qui est en eux, qui sont les valeurs éternelles de la France, dont un jour on s'apercevra bien qu'ils en étaient les détenteurs. Et très vite, évidemment, on tombe dans l'idée du tous pourris ailleurs. Tous les politiques, en tout cas, tous pourris. Les officiers dans les états-majors sont tous des pourris. Et donc à développer cette idée de fraternité d'armes, de camaraderie de combat, qui, en Algérie, connaîtra, je dirais, son explosion suprême avec l'idée du putsch, où tout d'un coup, là, on se mettra en dehors des lois de la République. Très progressivement et assez rapidement, dès 48-49, et je pense que le grand tournant, c'est la révolution chinoise de 49, l'aspect anticommuniste de l'engagement des militaires français l'emporte, tout comme dans les sphères dirigeantes. Il ne faut pas oublier que la guerre d'Indochine est un enfant naturel de la guerre froide, et que cette guerre froide conditionne tous les esprits et radicalise tous les esprits. À cette époque-là, effectivement, beaucoup de soldats français, d'officiers français, ont la conviction profonde qu'ils partent participer à ce bon combat pour le monde libre. La lutte pour la survie, puisqu'on parle de survie à l'époque, la lutte pour la survie de l'Occident se déroule paradoxalement en Extrême-Orient. Les soldats français du corps expéditionnaire se trouvent désormais engagés dans une guerre sans merci. Depuis l'arrivée au pouvoir du communiste Mao Tse-tung, l'armée Viet Minh est formée et équipée par son puissant voisin, la Chine. La guérilla Viet Minh devient une véritable armée et le conflit prend subitement un nouveau visage. Notre situation, qui était bonne jusqu'alors, devient difficile. Et moi, j'occupe un poste à la frontière de Chine. Et un soir, nous voyons arriver une rame de camion avec une escorte commandée par un colonel. Ce colonel me prend à part et me dit « Saint-Marc, demain nous évacuons ». Je m'y attendais un peu. Je lui dis « Mon colonel, les partisans, on amène ce qu'on peut, les autres on les laisse. Et les villages qui nous sont favorables, que nous avons armés. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. On ne peut pas les amener avec nous. » Et je dois dire que dans ma carrière militaire, c'est la première fois que j'ai eu la tentation de la désobéissance. Je me suis dit, je pars avec mes partisans, je connaissais très bien la région, nous avions des caches d'armes, j'essaye de tenir le maquis. Je refuse de partir. J'y réfléchis et je n'ai pas suivi cette tentation. Et le lendemain matin, nous avons évacué le poste. Au petit matin, les camions étaient les uns derrière les autres sur la route. Nous avons embarqué une partie des partisans, une autre partie nous les avons désarmés, nous leur avons donné de l'argent, nous leur avons dit « éparpillez-vous dans la nature ». Mais les habitants ont eu vent de notre départ. Ils se sont agglutinés autour des camions. Ils voulaient partir avec nous. Ils avaient peur des représailles. Ils se sont accrochés aux ridelles des camions pour monter de force dans les camions. Et nous étions obligés de leur donner des coups de crosse sur les mains, accrochés aux ridelles,
pour leur faire lâcher prise. Et ils tombaient en pleurant dans la poussière de la route. Et nous sommes partis comme des voleurs, abandonnant ces hommes. On peut dire que la bataille de Dien Bien Phu arrive comme une espèce de dénouement au moment où on a enfin engagé des négociations pour sortir de cette guerre d'Indochine indéfinie, puisqu'elle a commencé en 1946. Le gros de la bataille a duré 2 mois, mais 2 mois épouvantables. Cette bataille de Dien Bien Phu a été véritablement une épreuve inimaginable pour les hommes, aussi bien du côté français que du côté Viet Minh. Et donc il y a là une bataille qui rappelle par certains de ces aspects la bataille de Verdun. Une image forte, dans les derniers jours, alors que tout est fini. On a le phénomène des derniers sauts. Ceux qui se sentent totalement abandonnés, mais qui veulent témoigner dans l'honneur pour avoir été présents à côté de leurs camarades. Ce n'est pas du tout un côté bravache, c'est tout simplement quelque chose qui ne se définit pas, qui est le sens de l'honneur. Ceux qui s'étaient vraiment impliqués dans cette guerre, et j'en étais, qui avaient aimé ce pays, qui avaient aimé cette population, qui s'étaient battus, non pas pour un quelque colonialisme quelconque, mais pour la liberté de ce pays, pour sa survie, pour ces hommes et ces femmes que nous avions connus et aimés. Je crois que pour ces hommes qui s'étaient battus, qui avaient mené ce combat, ça a été une déchirure incroyable. En France, tout le monde se satisfait de la fin de ces 9 années de sale guerre. L'armée française compte ses morts, 62 000 tués, dont 1600 officiers tombés dans les montagnes et les rizières d'Indochine. Une promotion de 5 Syriens a disparu chaque année. Et puis il y a l'expérience de la captivité. 9 000 soldats, dont 340 officiers, sont portés disparus. L'armée française sort de la guerre d'Indochine d'une certaine façon brisée. Brisée parce que, d'une part, elle a perdu la guerre, elle a été vaincue sur le terrain, contrairement à toute attente, dans la bataille de Dien Bien Phu, qu'elle a été humiliée par une armée Viet Minh, et que, par ailleurs, elle a l'impression de ne pas avoir été soutenue par ce qu'on appelle à ce moment-là la métropole. Elle en sort profondément meurtrie, avec encore une fois cette impression d'avoir été lâchée par les politiques. Il y a vraiment un divorce armée-république en ce qui concerne les dirigeants que la guerre d'Algérie ne va faire qu'accentuer, évidemment. En Algérie aussi, l'autorité française est violemment contestée. Dans la nuit du 1er novembre 1954, une série de 70 attentats révèle l'existence d'un mouvement concerté et coordonné, le FLN. L'Algérie, c'est la France, proclame François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, à l'armée de rétablir l'autorité de l'État. L'armée y saisit l'occasion de reconstruire son unité. Elle a besoin d'une victoire. En Algérie, on nous a dit, vous êtes là pour sauvegarder l'intégrité du territoire français. Vous êtes sur des départements français. Et je n'aurai pas la cruauté de répéter certaines phrases qui ont été dites par un certain nombre de responsables de politiques français qui nous expliquaient que nous défendions l'intégrité du territoire français. Nous nous rendions compte que c'était pas vrai, que les choses étaient différentes. En fait, ce que les militaires français vont découvrir en Algérie, c'est d'abord l'immensité du bled algérien. C'est-à-dire que l'Algérie, c'est d'abord une société paysanne, c'est une immense société rurale. Ils vont découvrir une société sous-administrée. Par conséquent, pour eux, la première réaction, c'est de savoir pourquoi, dans le fond, ce territoire que l'on considère comme français est à ce point sous-administré, négligé par l'État français. Et ils ne comprennent pas non plus, d'ailleurs, pour certains d'entre eux, l'attitude des Européens d'Algérie. En fait, quand ils arrivent, ils veulent d'abord comprendre ce qu'est cette Algérie-là, et ensuite se lier à ce qu'ils appelleront dans leur vocabulaire une Algérie nouvelle.
Parallèlement aux opérations de répression, l'armée s'engage dans des missions qui reprennent les traditions des bureaux indigènes. Construction de dispensaires, instruction des enfants, développement de l'économie. L'objectif de cette politique est de s'allier les populations musulmanes. C'est une guerre révolutionnaire. La guerre révolutionnaire, c'est quoi? C'est une guerre qui se mène à la fois dans les maquis et en même temps sur la conquête de la population. Alors que le mouvement de révolte paraît s'essouffler, un effroyable massacre fait basculer le pays dans la guerre. Le 20 août 1955, à Philippeville, 123 Européens, dont de nombreux enfants, sont assassinés. L'opinion publique, les politiques sont sous le choc. On demande à l'armée de réprimer. C'est l'engrenage. La répression est particulièrement forte et quelquefois aveugle de la part de l'armée française, et qu'on peut dire que le fossé s'est creusé à ce moment-là, et qu'à partir de ce moment-là, ce qui n'était que des poteaux télégraphiques coupés, des routes encombrées d'arbres, des exactions, des attentats se muent en une véritable guérilla qui se généralise sur le territoire, ce qui n'était pas le cas, et qui va aussi prendre des allures de terrorisme, en particulier dans les villes. Il faut engager de façon plus complète l'armée française pour le maintien de l'ordre. Au total, pratiquement 1,5 million de soldats français vont aller en Algérie, de jeunes. Qui vont faire pour certains d'entre eux 16 mois, 18 mois, 30 mois. C'est-à-dire qu'il y aura aussi l'allongement de la durée du service militaire. Dans toutes les familles, il y a un frère, un père, un fiancé. Toutes les familles sont touchées. Tout le monde part en Algérie. Tout le monde a peur du départ pour l'Algérie à partir de 1956. Ils se demandent tous qu'est-ce qu'on vient faire dans cette galère. On nous parle de maintien de l'ordre, de pacification, mais c'est une vraie guerre. On nous tire dessus, on nous égorge avec parfois les couilles dans la bouche. Comment peut-on combattre un ennemi que l'on ne désigne pas du nom d'ennemi? Et là, évidemment, y compris sur le plan légal, sur le plan juridique, les militaires français, le commandement, les préfets sont démunis. En avril 1956, le chef du gouvernement, le socialiste Guy Mollet, demande au Parlement le vote de pouvoirs spéciaux pour l'Algérie. Il les obtient, grâce à un vote massif de tous les partis. Par ce vote, la France décide de rétablir l'ordre par tous les moyens. L'autorité militaire va se substituer peu à peu à l'autorité civile. Tous les moyens seront employés. La guerre des rafles part des attentats en ville, entre autres parce que la puissance coloniale a commencé à guillotiner des patriotes algériens à Alger, à qui on ne reconnaît pas la reconnaissance de prisonniers politiques et qui sont exécutés comme des criminels de droit commun. Alors, face à ces attentats aveugles, on n'a pas de solution, surtout que les politiques disent aux militaires, eh bien vous faites ce que vous voulez, mais vous essayez de rétablir l'ordre. Alors là, ça va être le déchaînement de la bataille d'Alger, avec 2 ou 3 périodes très, très intenses comme cela, où il y a terrorisme contre torture. Selon vous, la justification de la torture, ça serait son efficacité dans une situation précise? C'est son efficacité. C'est son efficacité. On ne peut pas refuser une arme qui permet de détruire l'organisation adverse. Supposez qu'une après-midi, une de vos patrouilles est arrêtée un poseur de bombes.
Ce poseur de bombe avait sur lui une bombe, puis il avait posé au moins 4, 5 ou 6. Cette bombe démontée vous a permis de savoir que les bombes posées allaient sauter à 6h30 de l'après-midi. C'est 3 heures. Nous savons que chaque bombe fait au moins 10, 12 morts et une quarantaine de blessés. Si c'est que vous allez l'interroger de façon sévère, il y a de fortes chances qu'il vous donne l'endroit où il a posé les bombes. Au fond, qu'est-ce qu'il risque? Il risque pas grand-chose, lui. Il vous dira où il a posé les bombes et vous sauverez le nombre de morts et de blessés dont je vous ai parlé. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? C'est un problème de conscience, mais sur lequel vous ne pouvez pas échapper. Si vous ne l'interrogez pas, vous aurez, que vous le vouliez ou non, la responsabilité des 40 morts et des 260 blessés. Moi, personnellement, je suis prêt à l'interroger jusqu'à qu'il réponde à mes questions. Cette répression n'aurait pas dû être menée par l'armée. Et d'autre part, est-ce que l'armée devait l'accepter ou devait la refuser? Je n'ai pas de réponse. On n'a pas toujours torturé, c'est pas vrai. On a beaucoup torturé. Et ça dépendait beaucoup du commandement. Certains vont refuser de s'abaisser à ces méthodes, et c'est tout à leur gloire. C'est un débat interne à l'armée. Et puis d'autres vont faire le sale boulot, comme le dit Bijard, parce que les politiques se sont déchargés de la responsabilité de ces actes. Il y a un débat interne à l'intérieur de l'armée française. Attention, nous ne sommes pas en 2006, ce n'est pas le nouveau règlement de discipline générale. Nous sommes dans un système où, quand on est cadre d'actif, sous-officier ou officier, on entre dans l'armée comme on entre en religion. Il n'est pas question de la quitter, sauf les pieds devant ou au moment de la retraite. Le règlement de discipline générale de 1933 ne tolère pas que vous puissiez contredire un ordre. Donc la marge est extrêmement étroite. Il faut s'appeler le général de Bollardière pour avoir le courage de claquer la porte et de faire savoir. Mais à l'intérieur même de l'armée, il y a débat. Et je pensais d'ailleurs très clairement que ça ne nous mènera à rien, bien entendu, car sortant de la résistance, j'avais chanté moi-même le chant des partisans, « Ami, quand tu tombes, un autre ami sort de l'ombre à ta place ». Et je savais très bien qu'on n'arriverait absolument pas à démanteler les réseaux terroristes et que nous courions là à un échec et à une prise de conscience de plus en plus grande par tout le peuple algérien de la nécessité pour lui de se rendre indépendant et de se rallier au FLN. Jusqu'à De Gaulle, sous la 4e République, on voit bien que les politiques ne savent pas comment se dépêtrer de cette histoire d'Algérie et que donc l'armée là devient de plus en plus sévère et vous avez des jeunes lieutenants, des jeunes capitaines qui disent il faudra que nous on prenne le pouvoir et qu'on change un peu ces institutions-là. C'est vrai. C'est vrai que là, c'est devenu une armée de coup d'État. Le 13 mai 1958, à Alger, la manifestation pour la mémoire de 3 appelés exécutés par le FLN tourne à l'émeute. Les paras réussissent à rétablir l'ordre. Le général Massu, couvert par le commandant en chef, le général Salan, instaure les comités de salut public. Le comité de salut public se donne pour mission de faciliter le retour au pouvoir du général de Gaulle, dont les militaires font acclamer le nom par la foule. À Paris, la 4e République agonise. L'armée va se charger du coup de grâce. Quand De Gaulle arrive, il y a une partie de l'armée qui est très gaulliste, une partie de l'armée qui se dit après tout, étant donné que les autres étaient mauvais jusque-là, c'est plutôt mieux. Et puis très vite, ils vont s'apercevoir que De Gaulle, il cherche une solution. Et bon, il dit des mots, il trompe un peu son monde au début, encore qu'il écrit qu'une seule fois « Vive l'Algérie française », c'était le 6 juin 1958 à Mostaganem. Voilà, c'est la seule fois où il a crié « Vive l'Algérie française ». Mais quand il arrive à Alger et qu'il dit « Je vous ai compris », qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les gens acclament, tous, l'armée, les musulmans qui étaient là, un peu amenés de force, pas tous, mais enfin quand même, les pieds noirs qui étaient là, tout le monde acclame De Gaulle, mais je vous ai compris. Ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai compris! Eh bien, de tout cela... L'arrivée du général de Gaulle, pour les hommes du contingent, c'est « on va rentrer chez nous ».
Alors que pour les autres, certains y ont cru à l'Algérie française, enfin, c'est de dire, mais vous restez pour que l'Algérie reste française. Et petit à petit, surtout lorsque De Gaulle prononce ce discours un peu alambiqué, que tout le monde ne comprend pas, le 16 septembre 1959, qui est le tournant politique de la guerre d'Algérie, l'autodétermination, encore une fois, les appelés sont gaullistes pour une raison simple, on rentre quand? Ils attendent la tire. L'armée est rassurée dans ses missions par le nouveau pouvoir en place. Le général de Gaulle, appelé au pouvoir, a changé les institutions. La toute nouvelle Ve République fait du président le chef de l'exécutif et le chef direct des armées. De Gaulle est convaincu qu'il faut engager un processus de décolonisation. D'une part, des négociations secrètes sont engagées avec le FLN. D'autre part, l'autodétermination du peuple algérien est organisée par référendum. De Gaulle, si tu veux, c'est pouvoir se constituer une puissance nucléaire. Or, c'est cher. Or, le budget militaire est totalement hypothéqué par le coût de l'entretien de 400 000 hommes en Algérie. Et dès fin 58, il décide au comité de défense nationale, secret, secret, mais maintenant ça fait longtemps, que dans les 2 ans qui suivent, l'armée d'Algérie doit être ramenée à 100 000 hommes. Ce qui veut dire que pour lui, il estime que dans les 2 ans, l'affaire algérienne sera close parce qu'il lui faut les crédits pour lancer tous les travaux de la force nucléaire. Les militaires, qui pensent être vainqueurs sur le terrain, se sentent trahis par le pouvoir politique. Le 21 avril 1961, une poignée d'officiers organise un putsch militaire à Alger. Le putsch des généraux traumatise profondément l'institution militaire, parce que même si un grand nombre de militaires ne sont pas d'accord avec ce qui a été déclenché contre le pouvoir politique, il n'empêche que les hommes qui sont à leur tête sont des camarades de promotion, sont des gens que l'on côtoie constamment, sont des gens que l'on apprécie, qui ont combattu les uns avec les autres. Grosso modo, l'essentiel des troupes ne suit pas, soit par attentisme, soit tout simplement parce que les principes même de la République, par un putsch militaire, sont atteints. L'échec, ce sont les cadres qui n'ont pas bougé, ou bien, et peut-être surtout, ces hommes du contingent, officiers de réserve, sous-officiers, hommes de troupes, pas seulement menés par le Parti communiste d'ailleurs, qui ont boycotté tous les ordres donnés par les putschistes. Vous savez, un simple secrétaire qui est dans un central téléphonique fait plus de travail qu'un colonel qui demande à ses hommes de ne pas rallier les putschistes. Il suffit de ne pas passer l'information, ce qui a d'ailleurs été le cas. Le pouvoir politique va sévèrement réprimer cette armée qui a manqué à son premier devoir, l'obéissance. Des unités prestigieuses, comme le 1er REP, sont dissoutes. Les putschistes sont condamnés à de lourdes peines de prison. Élie de Saint-Marc écopera de 10 ans de réclusion criminelle. Un certain nombre d'hommes de l'entourage du général de Gaulle ont mal perçu cet attachement charnel de l'armée vis-à-vis des populations algériennes. Ils ont mal compris aussi ce qu'avait pu être le traumatisme de l'armée française en Indochine, et combien il était difficile pour ces hommes d'accepter ce qui leur paraissait comme une véritable trahison. Je sais bien, l'armée est faite pour obéir, mais pas dans n'importe quelle condition. Il y a un moment, un seuil qu'il ne faut pas dépasser, c'est celui où on dit à quelqu'un de devenir un lâche. Et c'est cette impression que nous avions ressentie. La guerre d'Algérie prend fin le 19 mars 1962. L'armée française y a perdu 25 000 hommes, dont 8 000 appelés du contingent. La France quitte l'Algérie en y laissant ses soldats supplétifs, les harkis. Ce sont les ordres du gouvernement. Livrés à l'impitoyable vengeance du FLN, plus de 10 000 musulmans ayant servi pour les intérêts de la France seront massacrés. Pour les officiers ayant commandé ces hommes, l'écœurement s'ajoute désormais à la déchirure.
1300 officiers démissionnent entre 1960 et 1961. Certains d'entre eux vont entrer dans la clandestinité et fonder l'OAS, l'organisation armée secrète qui pratiquera le terrorisme jusqu'en métropole. Est-ce que l'armée française a perdu une partie de son âme en Algérie? Je vais vous répondre oui. Elle a perdu ses dernières illusions impériales. C'est le crépuscule impérial. Et puis, toutes les déviances, ce lancinant problème des exactions, des corvées de bois. N'oubliez tout de même pas que nous sommes 10 ans après la libération. Certains officiers vont sauver l'honneur, leur honneur, mais d'autres, je dirais fonctionnariser dans une république sans âme qu'est la 4e République, et même cette 5e qui a du mal à se faire entendre par la solidarité, on ne peut pas contredire des actes qui se sont passés, vont revenir avec l'impression d'une salissure sans pouvoir se l'avouer. Si bien qu'à l'issue de la guerre d'Algérie, il ne faut plus en parler. Elle fait très très mal pour les cadres qui vivent cette déchirure. Certes, on était vainqueurs sur le terrain, mais il a encore fallu amener le drapeau. On ne tiendra pas compte des spécificités du combattant qu'on avait en face, qui se battait pour sa souveraineté, même si le FLN n'est peut-être pas très sympathique pour avoir liquidé tous ceux qui étaient contre lui, à commencer par les gens de Messali Hadj, par exemple. Il y a ce sentiment d'une aigreur, d'une incompréhension, parfois même d'une honte, qui vous explique que, un peu comme pour le sentiment de la revanche après 1871, n'en parlez jamais, y pensez toujours. Et vous ne comprendrez pas, l'armée de la 5e République bis, l'armée bis, c'est-à-dire celle d'après 62. Toutes les bêtises qui avaient été faites en Algérie, on ne veut plus en entendre parler. Et l'armée française est arrivée à un tel degré de réflexion sur elle-même qu'elle est la seule armée au monde, à l'heure où je vous parle, à avoir depuis 2000 un code du soldat. L'armée se regroupe en métropole et va entamer sa mue vers la modernisation. Après 30 années de combats incessants, de débâcles et de victoires, d'humiliation et d'héroïsme, d'obéissance et de rébellion, l'armée française doit redevenir une force qui compte en Europe et dans le monde. En 1960, ont eu lieu les premiers essais de bombes nucléaires françaises. C'est désormais le choix stratégique de la France. Posséder l'arme atomique, mettre en place une politique de dissuasion afin d'assumer sa défense, indépendamment de l'OTAN. La France et son armée changent d'époque.